Le chiffre a fait l'effet d'une petite bombe. Selon une étude allemande, l'euro, depuis son adoption il y a 20 ans, a littéralement torpillé le pouvoir d'achat des Français, faisant perdre à chacun d'entre eux près de 56 000 euros sur la période. Elle montre aussi que les Italiens ont perdu encore plus, alors que les Allemands, eux, en ont largement profité. Pour en parler plus en détail, on retrouve comme chaque jeudi l'économiste Jacques Sapir qui nous a rejoint. Bienvenue Jacques. Alors, merci Stéphanie. Pour vous, Jacques, que vaut cette étude? Oui, alors c'est une étude qui a provoqué une certaine émotion, que ce soit à Bruxelles ou que ce soit à Paris. Alors il faut savoir que cette étude, elle a été réalisée par un centre, le Centre pour la politique européenne, qui est un centre allemand situé à Fribourg. Et c'est pas du tout un centre anti-européen, c'est un centre où, dans le conseil de surveillance, il y avait autrefois Hans Stittmeyer, qui a été pendant très longtemps le président de la Bundesbank et qui est l'un des architectes justement de la construction de l'euro. Et puis il y a actuellement Fritz Bockenstein, dont peut-être nos auditeurs se souviennent qu'il a été le père de la fameuse directive sur les travailleurs détachés. Donc voilà, ça vient en fait du cœur même du lobby pro-européen, et pourtant les chiffres qui sont donnés dans cette étude, et l'étude en général, est extrêmement critique sur le fonctionnement de l'euro et montre bien que dans l'euro, il y a eu des gagnants, mais il y a surtout eu des perdants. Alors ça s'annonce passionnant. Avant d'aller plus loin, je vous propose de voir ce qu'en pensent les Français qu'on est allé interroger dans la rue. Est-ce qu'ils ont, eux, conscience d'avoir perdu autant de pouvoir d'achat avec l'arrivée de l'euro? Écoutez leur réponse. Oui, c'est considérable, je sais bien, oui, mais je ne sais pas si l'on compare dans les 56 000 euros, qu'est-ce qu'on met dedans C'est possible, franchement c'est possible. Maintenant, pourquoi? j'ai pas fait les calculs. On a vraiment perdu avec l'euro, hein. Notre pouvoir d'achat a vraiment diminué. Oui. Ouais, j'en sais rien. Je trouve qu'on vivait mieux, ça me paraissait moins, que la vie était moins chère, mais peut-être que c'était l'époque comme ça, je sais pas. Est-ce que ça venait du franc ou de l'euro, hein? Je pense que c'était une bonne chose que l'euro existe pour l'ensemble de l'Europe. Pour la France, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise chose? Je pense que c'était à peu près neutre. Hein. Moi, je suis de 93, donc l'euro, c'est comme si j'étais déjà dedans, donc je peux te dire que je sais pas du tout combien ça a coûté. Pendant ma jeunesse, on faisait plein de choses qu'on peut plus faire aujourd'hui, hein. Sortir et tout, quand on voit, c'est de la folie, hein. Tout ce qui est superflu, je passe au-dessus parce que c'est trop cher. Par exemple Par exemple, les sorties au théâtre. Moi j'aime bien le théâtre, mais le théâtre c'est des choses qui sont chères. Depuis 20 ans quand même, les choses ont évolué aussi pour les personnes, donc voilà, ça m'a permis, j'arrive encore à vivre, je suis pas le plus malheureux, quoi. Alors, votre réaction, Jacques? C'est très intéressant parce qu'on voit très bien que les Français, en tous les cas la majorité d'entre eux, ils ont bien le sentiment d'avoir perdu du pouvoir d'achat. Alors bien sûr, ils ne peuvent pas dire qu'ils ont perdu ces fameux 56 000 euros par personne, mais ils ont le sentiment d'avoir perdu du pouvoir d'achat, et ça nous dit quand même quelque chose justement sur le fonctionnement de l'euro. Alors, précisément et concrètement, Jacques, qu'y a-t-il dans cette étude? Alors, très concrètement, il y a un chiffrage, justement, des pertes et des gains. Pour la France, il y aurait eu une perte cumulée depuis la création de l'euro, c'est-à-dire sur 20 ans, de 3 600 milliards d'euros, 4 300 milliards pour l'Italie, et on voit que ça se traduit par une perte de 73 600 euros par personne pour les Italiens, de 56 000 euros pour les Français. Au contraire, nous avons un gain de 23 000 euros pour les Allemands et de 21 000 euros pour les Néerlandais. Donc on voit qu'il y a bien des différences extrêmement significatives. Et comme vous dites, ça fait mal tout de même. Et comment les chercheurs sont-ils arrivés à ces résultats? Alors, pour obtenir justement ce type de résultats, les chercheurs du CEP ont, d'une certaine manière, simulé ce qu'aurait été la croissance dans les différents pays si l'euro n'avait pas existé. Alors comment fait-on ça? Ça s'appelle grosso modo, si vous voulez faire un calcul contrafactuel. Comment on le fait? Eh bien, on choisit ce qu'on appelle un groupe de référence, c'est-à-dire un groupe de pays qui ressemblent ou dont les dynamiques économiques peuvent ressembler aux pays que l'on veut observer, et à partir de la croissance de ce groupe de référence, on en déduit ce qu'aurait été la croissance du pays considéré.
Alors Jacques, ce qui nous est annoncé est quand même énorme, c'est édifiant. Est-ce que cette étude est sérieuse? Est-ce qu'on peut s'y fier? Si vous voulez, la technique dite du groupe de contrôle, c'est une technique qui est très couramment utilisée. Il n'y a pas, si vous voulez, d'innovation dans la méthode qui a été utilisée par l'Institut. Là où on peut quand même dire, il y a quand même des choses qui sont un petit peu bizarres. Par exemple, si on regarde le groupe de contrôle de la France, on voit qu'il y a 2 pays qui sont dans la zone asiatique. Il y a par exemple l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et là, on peut se dire, oui, mais attendez, ça, ce sont des pays dont la croissance, elle a été plutôt tirée par la Chine. Donc, oui, on peut discuter de cette méthodologie, mais on ne peut pas la rejeter d'une certaine manière d'un revers de main, comme le font certains journalistes, comme l'ont fait, par exemple, les journalistes de Libération. Non, il y a une vraie, je dirais, dureté scientifique dans cette étude. Alors, que faut-il en penser, au final ? Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que les résultats de cette étude, en fait, ils sont confirmés d'une certaine manière par d'autres études, parce que, je vous dis, ce n'est pas la seule étude qui a existé sur ce terrain. Nous avons le Fonds monétaire international qui publie tous les ans ce qu'on appelle l'External Sector Report. Là, c'est le numéro pour 2017. Et là, le Fonds monétaire international, il a cherché à calculer ce qu'auraient été les taux de change si les pays n'étaient pas rentrés dans l'euro par rapport à l'euro. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que dans ces taux de change réels, eh bien, l'Allemagne a un taux de change dévalué du fait de l'existence de l'euro. Par contre, la France, l'Italie et l'Espagne ont un taux de change surévalué. Vous le voyez ici. Alors, la surévaluation, elle va de 11 à 16% pour la France. Pour l'Allemagne, la dévaluation par rapport à l'euro, c'est de 15 à 27%. Autrement dit, on a un écart en termes de taux de change qui va de 25 à 46% entre la France et l'Allemagne. Et cet écart rend crédible, d'une certaine manière, les chiffres qui sont indiqués par le CEP. Est-ce qu'il y a tout de même d'autres chiffrages qui sont faits? Oui, bien entendu. Il y a d'autres centres de recherche qui ont réalisé des chiffrages. En fait, depuis grosso modo 2012-2013, beaucoup de gens se sont intéressés à cette question. Et en particulier, dans mon propre centre de recherche, on a fait une étude de ce type, cette fois-ci en comparant ce qu'aurait été le taux de croissance de la France en regardant ce qu'il avait été avant l'euro, donc de 1989 à 1999, à ce qu'il a été après, et justement en le comparant à un groupe de contrôle. Et là, vous voyez que autant le taux de croissance de la France, eh ben, il se situe à peu de choses près dans les mêmes grandeurs que pour le Canada, la Suède ou le Royaume-Uni. Après l'introduction de l'euro, après 1999, eh bien, il y a un décalage d'environ 1%. Alors, quand on applique ce décalage au PIB depuis 1999 jusqu'en 2018, on voit qu'il y a un écart extrêmement important entre le PIB réel, celui que l'on a effectivement, et le PIB que l'on aurait pu avoir si on n'avait pas été dans l'euro. Vous le voyez, au départ, évidemment, la différence n'est pas bien grande, c'est normal, mais en bout de course, en 2018, elle est extrêmement importante. On a retrouvé que, d'un point de vue cumulé, eh bien, on n'est pas très loin des chiffres qui sont donnés par le CEP. Cette étude donne un écart de croissance de 3 300 milliards. Vous savez, le CEP, il est arrivé à 3 600 milliards, donc ça veut dire qu'un écart de croissance de plus de 3 000 milliards sur 20 ans, c'est absolument crédible. Qu'est-ce que ça veut dire? 3 000 milliards, plus de 3 000 milliards sur 20 ans, ça représente grosso modo 50 000 euros cumulés, évidemment, pour chaque Français, depuis le bébé qui vient de naître jusqu'à la personne qui est très âgée et qui est à la retraite. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire 50 000 euros? Ça veut dire, allez, on va calculer ça rapidement, ça veut dire 2 500 euros par an, probablement plus aujourd'hui, puisqu'on voit bien que c'est très croissant. 2 500 euros par an, ça veut dire 200 euros par mois, mais 200 euros par mois, ça représente plus de 15% du salaire mensuel d'un smicard ou de quelqu'un dont le salaire est à peu de choses près au SMIC. Et là, on se dit qu'il y a une vraie perte de pouvoir d'achat et on peut se demander, est-ce que
cette perte de pouvoir d'achat, elle n'est pas, d'une certaine manière, la cause profonde du mouvement des Gilets jaunes. Et à méditer donc, Jacques, merci pour cette analyse qui va certainement vous permettre de vous faire votre propre opinion. Merci à vous.